Voilà, donc j'ai mis l'enregistrement du cours en route, comme ça vos camarades pourront voir l'ensemble de la création du projet. Donc ce que j'expliquais, c'est que on souhaite réaliser le jeu de la vie. Donc le jeu de la vie, c'est euh, un automate cellulaire, d'accord, qui contient, donc en fait c'est une matrice qui contient des cases qui valent 0 ou 1, et on a deux règles qui permettent de déterminer d'une génération à l'autre si une case reste à 0 ou si elle passe à 1, ou inversement, si une case à 1 reste à 1 ou passe à 0. Donc il y a des règles, je vous laisse aller voir sur la page Wikipédia du jeu de la vie pour comprendre un peu d'où vient le jeu de la vie et puis les différentes règles. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va programmer le jeu de la vie. Donc pour le moment, j'ai un programme minimum qui fonctionne, d'accord, qui affiche coucou les L1 qui brisent le blocage euh, à l'écran. Et à partir de là, bah, on va réaliser notre programme. Alors, on va écrire une fonction création matrice, d'accord, qui va nous donner, enfin nous allouer dynamiquement une matrice à 2 dimensions. Alors moi, je vais simplifier les choses, hein, je vais faire une matrice carrée dans un premier temps, mais après à modifier hein, pour qu'elle soit pas carrée, c'est voilà. D'accord. Donc, on va lui passer la dimension. Voilà. Voilà. Donc, à chaque fois, hein, le principe, c'est vous faites un programme qui fonctionne, vous faites une petite amélioration, un ajout de fonctionnalité, vous vérifiez que ça fonctionne, et ensuite vous continuez. Et vous augmentez votre programme au fur et à mesure. Ça ne sert à rien d'essayer de programmer l'ensemble du projet en une fois. D'accord. Vraiment, allez-y petit à petit. Euh, on va déclarer un pointeur de pointeur d'entier. Donc, je vous rappelle que pour l'allocation dynamique à 2 dimensions en langage C, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va allouer un tableau de pointeurs. Et pour chacune des cases du tableau de pointeurs d'entier, on va allouer dynamiquement un tableau d'entier. D'accord. C'est des int étoiles, le type de données qui est à l'intérieur des cases. Et on en veut combien? Bah, dimension. Voilà. Ensuite, pour chacune des cases de notre tableau de pointeurs, on n'oublie pas de déclarer notre variable. Alors, pour chacune des cases du tableau, on va réaliser une allocation dynamique. De i est égal à int étoile, ah oui, si int étoile, malloc de size of. Cette fois-ci, c'est un tableau d'entier. Et on en veut combien? Eh bien, dimension. Donc là, on se retrouve avec une matrice carrée qui n'est pas initialisée au départ. Alors, c'est une matrice qui va contenir des 1 et des 0. Donc là, j'ai alloué dynamiquement la mémoire pour la matrice, et on pourrait se poser la question de l'initialisation. Donc, on pourrait initialiser toute la mémoire, toute la matrice avec des cases à 0, mais finalement, pour le jeu de la vie, c'est pas intéressant parce que nous, on veut des 1 et des 0. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait appel à calloc, qui est plus rapide que malloc plus initialisation à 0, d'accord, mais uniquement à malloc sans initialisation. Donc malloc sans initialisation, c'est plus rapide que calloc. Calloc, c'est plus rapide que malloc plus initialisation, je vous rappelle. Donc là, j'ai juste à retourner ma matrice. Voilà. Alors après, bien sûr, hein, on pourrait rajouter
de la vérification. Est-ce que le retour de la fonction malloc est différent de nul? Parce que si c'est nul, ça veut dire qu'il y a un problème lors de l'allocation dynamique, etc., etc. Donc c'est ce que j'attends de vous. Mais pour le moment, je fais juste un programme simple qui fonctionne. Ok, donc on va appeler notre fonction. Paf. Int taille égale 10. Je lui passe 10, enfin taille, en argument. Et je récupère ici voilà. Donc normalement, quand j'exécute mon programme, j'ai un pointeur qui s'appelle à deux dimensions, qui s'appelle matrice, qui va recevoir donc le résultat de l'appel à la fonction création matrice qui alloue dynamiquement une matrice carrée et qui retourne le pointeur, donc l'adresse de cette matrice. D'accord? Donc, partant de là, je peux essayer de compiler, j'ai rien oublié visiblement, je lance, a priori j'ai pas d'erreur, tout va bien. Bon, donc ce qu'on va faire, il nous faut deux fonctions maintenant, une qui va initialiser le contenu de la matrice, et puis on souhaite vérifier que la matrice a été correctement initialisée. Donc ce qu'on va faire, c'est réaliser une fonction qui affiche la matrice. Alors, une fonction qui initialise une matrice qui est passée en argument n'a pas besoin de retourner quelque chose. Oui. Voilà. Et alors, vous voyez, hein, à chaque fois, le nom de mes fonctions est extrêmement parlant. Alors, pour de vrai, si vous êtes développeur pro, faut pas vraiment faire comme ça. C'est-à-dire que écrire une fonction qui s'appelle initialisation, matrice, etc. En fait, quand vous serez des développeurs pro, vous serez intégré dans une équipe, ou en tout cas dans une entreprise, qui aura comment dire, des règles de nommage des fonctions, des méthodes, etc., que vous devrez suivre. Mais généralement, on ne met pas tous les mots qui correspondent à la fonction de la fonction. Hein. Mais pour vous, en tant que L1, je pense que c'est beaucoup plus clair de nommer les choses comme ça. Et même moi, de toute façon, c'est comme ça que je fais parce que initialisation matrice, je sais que ça initialise la matrice et j'ai pas besoin de faire une documentation associée. Voilà, donc pour initialiser ma matrice, j'ai besoin de quoi? Ma matrice, et puis la taille, parce que je sais que c'est une matrice carrée. Hein? Je vais être obligé de parcourir toutes les cases de ma matrice, donc de faire une double boucle. Donc j'ai besoin de deux variables, i et j. D'accord? Et je parcours toute la matrice. Donc for i égale 0, i inférieur à taille, i++, voilà, et for j égale 0, j inférieur à taille, j++, et donc là, je vais affecter une valeur à la case de coordonnées i, j, qui sera, par exemple, rand modulo 2, c'est-à-dire que je vais appeler la fonction rand qui me retourne un entier aléatoire compris entre 0 et au moins beaucoup, et je dis, je prends juste le reste de la division par 2. Donc soit ça va me retourner 1, soit ça va me retourner 0. Donc là, je suis en train d'initialiser ma matrice uniquement avec des 1 et des 0. Voilà. Normalement, toujours pas de souci de compilation. Voilà. Donc, je vais appeler ma fonction ici. Tac. Donc là, je lui passe en argument taille. Oui, j'ai pu voir hein, sur 4, hein, parfois dans les appels de fonction, vous laissez le type ici. Hein. Bien sûr, il ne faut pas le laisser. Vous mettez juste le nom de la variable que vous êtes en train de passer. Plus précisément, ce n'est pas une variable, c'est une expression que vous êtes en train de passer.
Donc vous n'allez pas mettre le type, hein, parce que le type, il est vérifié ici. Voilà, hop. Ah, vous voyez, donc je fais bien de compiler à chaque fois. J'ai fait une petite modif et je me suis planté. J'ai mis mat, en fait, c'est matrice. Voilà. Tout va bien. Voilà. Donc maintenant, on va afficher notre matrice. Donc c'est pareil, il y a une fonction qui réalise uniquement un affichage, n'a pas besoin de retourner quelque chose. Alors, donc pareil, hein, je vais faire une double boucle. Ma double boucle ici. Alors, petit point de détail. Là, on a une matrice carrée. Donc finalement, on s'en fiche. On peut presque utiliser les variables dans le sens qu'on veut. Mais je vous rappelle que pour être sûr de ne pas vous planter, quand vous êtes en train de manipuler une matrice, faites-le toujours dans le même ordre. D'abord, faites évoluer l'abscisse et ensuite faites évoluer l'ordonnée. C'est-à-dire, vous considérez une ligne de votre matrice et vous manipulez les éléments de la ligne de la matrice et ensuite vous changez de ligne. D'abord les X, puis les Y. Toujours dans cet ordre-là. Alors, c'est pas une obligation, mais c'est pareil, c'est un moyen mnémotechnique, parce que quand vous allez être en train de manipuler des matrices dans tous les sens, dans plein de fonctions différentes, si vous vous mettez à changer l'ordre dans lequel vous considérez les choses, sans vous en rendre compte, vous allez réaliser une rotation de votre matrice. Donc ça, c'est hyper dangereux, et donc je vous invite vraiment à toujours faire d'abord une ligne, et ensuite vous passez à la ligne d'après. D'accord? Donc c'est pareil, hein, si vous êtes en binôme, utilisez toujours cette méthode-là. Donc, ici, je vais d'abord faire évoluer l'abscisse, puis l'ordonnée. Donc ça veut dire que la première coordonnée, vu que je suis en XY, ici, ça va être la variable J, parce que je suis dans une boucle qui fait évoluer J. Donc la première évolution, c'est J. Je fais J égale 0, puis J égale 1, puis J égale 2, etc. etc. Quand j'aurai fini de faire évoluer J, je vais faire évoluer I une fois, donc je change de ligne. Ordonnée, c'est I. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai juste à afficher cette valeur. Printf, %d. Voilà. Alors, si je fais ça, je vais afficher tous les éléments de ma matrice, les uns à la suite des autres, sur une seule ligne. Nous, ce qu'on veut, c'est chaque fois qu'on a affiché une ligne, bah, c'est réaliser un saut de ligne. Comme ça, on repart à la ligne d'après et on va réécrire une ligne. Donc, ici, anti/n. Voilà. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici, on a une matrice de taille 10 par 10, remplie de 1 et de 0. Formidable. Ok. Alors, maintenant qu'on est capable de faire ça, donc ça, c'est un peu notre initialisation, il faut comprendre le mécanisme du jeu de la vie. Le jeu de la vie, ça marche par génération. C'est-à-dire qu'on va calculer une génération,
Et à partir des valeurs des cases de la matrice de cette génération-là, on va calculer les valeurs des cases de la génération d'après. Donc, ça veut dire pour ça que j'ai besoin de deux matrices. Une qui va représenter la génération actuelle et puis l'autre qui va représenter la génération future. Donc, je dois déclarer une autre matrice que je vais appeler next. D'accord? Et tout simplement, j'alloue la mémoire pour cette nouvelle matrice. Donc là, j'ai deux matrices. J'ai la matrice qui contient la génération actuelle, et puis j'ai la matrice next qui a pour but de contenir les valeurs de la future génération. Oui. Ça va là ou encore? Ouais. Voilà. Donc, comment on va faire pour calculer les valeurs de la génération d'après? Alors, il y a un petit truc. On va prendre, je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai surligné, on va prendre la valeur d'une case, et puis on va compter finalement le nombre de valeurs à 1 ou à 0 qui sont autour. D'accord? Et suivant ce nombre, eh bien, on va déterminer si la cellule que je viens de sélectionner reste à 1 pour la génération d'après ou si elle passe à 0. Inversement, on va faire la même chose avec une cellule qui est à 0. On va calculer le nombre de cellules à 1 qui sont autour, et en fonction du nombre de ces cellules à 1 ou à 0, eh bien, la cellule qui est morte deviendra vivante ou pas. Ça, c'est très facile à faire si on est à l'intérieur de la matrice. Par contre, que se passe-t-il si on est sur la bordure? Si je suis sur cette case-là, qu'est-ce que ça signifie les cases qui sont autour? Alors, il y a deux méthodes principalement utilisées. La première méthode, que j'apprécie pas particulièrement, c'est de faire une bordure, c'est-à-dire de considérer que toutes les valeurs qui sont sur la périphérie, donc la première ligne, la dernière ligne, la première colonne et la dernière colonne, sont fixes. C'est-à-dire que d'une génération à l'autre, ça ne va pas évoluer. Donc nous, si on fait ça, on a juste à parcourir les cases intérieures et il n'y a pas de problème. Autre possibilité, on peut considérer que notre matrice n'est pas juste une matrice, mais que c'est un tore. Alors un tore, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme dans le jeu Pac-Man. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous sortez à droite de l'écran, vous rentrez sur la gauche. Si vous sortez sur la gauche, vous rentrez sur la droite. Vous sortez en haut, vous rentrez en bas, etc., etc. Donc en fait, la grille serait circulaire. Donc, si je regarde cette case-là, bien les cases qui sont autour, ça va être ce 1-là, le 0 ici, le 1, le 1, le 1, mais également le 0 ici, le 1 et le 0 ici. D'accord? C'est clair ou je suis en train de vous perdre? Quoi? Ah, vous le voyez pas? Pas beaucoup plus. Ça... Voilà, donc c'est ces cases-là, en fait, qui seront euh, sur le côté gauche de ma cellule. D'accord? Non, ça ne va pas.
Prenez cette cellule, vous prenez cette cellule-là. Vous êtes d'accord que les cases qui sont autour, c'est les 3 qui sont au-dessus, celle qui est à gauche, celle qui est à droite, et les 3 qui sont en dessous. C'est les 8 cases qui sont autour. D'accord? Maintenant, si on applique ce que je vous ai dit sur le tore, et qu'on prend une case qui est sur le côté, ça veut dire que la case qui est au-dessus fait partie de ses voisins. Pardon. La case qui est au-dessus fait partie de ses voisins. Cette case-là, bah, c'est un de ses voisins, c'est un de ses voisins, un de ses voisins, un de ses voisins. On est d'accord? Et maintenant, il me manque les 3 cases qui devraient être là. Donc, les 3 cases qui devraient être là, je les prends de l'autre côté de la matrice. D'accord? Donc, ça va être cette case-là et cette case-là. C'est un peu, prenez une feuille de papier et vous recollez les deux bords. Ça vous fait un cylindre. D'accord? Donc, chaque fois que vous passez d'un bord de la feuille, vous repassez sur l'autre bord. Et vous faites la même chose sur le haut et le bas. Alors, en pliage, en origami, je ne sais pas comment vous pouvez vous débrouiller pour faire ça, mais en tout cas, informatiquement, on peut le faire assez facilement. Donc, nous, c'est ce qu'on va faire. Ça nous permet d'avoir, en fait, un espace de jeu qui est de taille limitée, mais en même temps, on n'aura pas de frontière qui va bloquer l'évolution des différents éléments de notre jeu de la vie. Donc, ça veut dire qu'il nous faut une fonction qui va calculer le nombre de cases à 1 autour d'une case dont on passe les coordonnées. Alors, j'appelle ça somme voisinage parce que finalement, combien il y a de cases à 1 autour, bah, il suffit de faire la somme des valeurs de toutes les cases. Les 0 ne contribuent pas à la somme et les 1 contribuent. Donc à la fin, le nombre qu'on obtient de cette somme, c'est le nombre de cases à 1. Donc c'est ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, je lui passe la matrice, la taille de la matrice, je lui passe les coordonnées x et y. Voilà. Alors, on va commencer par... ils ont ouvert? D'accord. Donc, on va commencer par les valeurs des cellules qui sont sur la ligne juste au-dessus. Ensuite, on va faire les valeurs des cases qui sont à gauche et à droite. Et ensuite, les valeurs des cases qui sont sur la ligne en dessous. D'accord? Donc, au-dessus, donc j'ai, si on est ici, je veux cette cellule verte et je veux les indices des cases qui sont au-dessus. Donc ça va être Y-1, d'accord? C'est les cases qui sont sur la ligne de numéro Y-1. Et ici, on aura X-1, X et X plus 1. Donc les 3 coordonnées de ces cases-là, sachant que celle-là c'est X, Y, ça va être X-1, Y-1, X, Y-1 et X plus 1, Y-1. D'accord? Donc, X-1, Y-1. Voilà. Donc là, j'ai bien X-1, Y-1,
x, y moins 1, x plus 1, y moins 1. Maintenant, je vais faire la case à gauche et la case à droite. Donc la case sur ma gauche a pour coordonnées, donc là on est sur la même ligne, donc ça reste y. Je vais avoir x moins 1, y, et x plus 1, y. Voilà, donc là j'ai x moins 1, y, x plus 1, y. Et puis, je vais avoir la ligne d'après, où là, donc ça va être x moins 1, y plus 1, cette fois-ci, x, y plus 1, et x plus 1, y plus 1. Donc, tac, tac, et tac. Voilà. Alors, vous voyez comment j'ai fait la somme pour le moment. Je le fais à la barbare. C'est-à-dire que je prends directement les indices des cases qui sont tout autour, les 8, okay, et je fais la somme. Bon. La somme, je l'ai faite ligne par ligne. D'accord? Pour éviter de me tromper avec les ordonnées des cases de la matrice. J'ai toujours fait de l'abscisse la plus faible vers l'abscisse la plus élevée. D'accord? Donc comprenez hein, que le raisonnement, c'est toujours d'y aller étape par étape et de manière hyper structurée. Voilà. Et là, je retourne la somme. Alors évidemment, ça ne fonctionne pas encore complètement parce que pour le moment, je ne tiens pas compte des bordures. Ok? On va juste déjà dans un premier temps vérifier que cette fonction retourne le bon résultat sur une case intérieure. Alors, pour ça, il suffit d'afficher hein, le résultat de l'appel à cette fonction en lui donnant des coordonnées. Pour se faciliter la vie, pour être sûr qu'on ne se trompe pas, ce qu'on va faire, c'est que je vais lui demander de m'afficher le nombre de voisins de la case de coordonnées 1, 1. Comme ça, on va la retrouver très facilement. D'accord? Donc je vais afficher la matrice et on va pouvoir nous vérifier que le résultat qui est affiché est le bon. Alors, somme voisinage. Donc, nombre de voisins à 1 de la case 1, 1 %D. Et là, je mets tac. Donc ici, matrice, taille, x, bah non, pas x, donc 1, 1. Voilà. Alors, voilà. Donc là, ce que vous voyez, ça me dit que le nombre de voisins à 1 de la case de coordonnées 1, 1, c'est 4. Donc, moi, je dis que le nombre de voisins de cette case-là, le nombre de voisins à 1 de cette case-là, c'est 4. Bon, bah, vérifier. On en a 1, on en a 2, on en a 3, on en a 4. C'est bon. A priori, notre fonction retourne le bon résultat. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est adapter cette fonction de sorte à ce qu'elle nous retourne le bon résultat, mais sur un tort. Alors, est-ce que vous avez une idée de comment on peut faire ça? Alors, on pourrait mettre des if dans tous les sens. Si x égale 0, alors je fais ceci, je fais cela. Si y égale 0, mais alors attention, parce que si x égale 0 et que y égale 0, alors
Il y a une solution qui est un peu barbare, parce que ça va nous mettre des grosses formules dans nos indices de cases, mais vous allez voir que finalement, c'est assez simple. On est sur une matrice. Je suis ici, d'accord? Et je veux connaître l'indice de la case ici. Alors je vais dire, bah, ça, c'est x. Je vais prendre x moins 1. D'accord? Donc je suis à la coordonnée moins 1. Si j'ajoute la largeur de la matrice, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, pouf, cette case-là. J'étais à moins 1, je rajoute la largeur, je suis sur la dernière case. Bon. Donc ça veut dire que si je veux une case de coordonnées d'abscisse moins 1, il suffit que je rajoute la taille de la matrice. Ok, mais si à chaque fois je rajoute la largeur de la matrice à toutes les abscisses, quand je suis ici, sur cette case-là, et que je rajoute la largeur de la matrice, je vais arriver sur une case de taille plus 1. On est d'accord? Alors, comment je résous ce problème? Eh bien, je vais faire modulo la taille de la matrice. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on veut connaître la coordonnée x-1, on va dire, ok, je prends x-1, j'ajoute la largeur de la matrice, et à ce résultat-là, je fais modulo la taille de la matrice. Donc, je me décale à droite, et soit j'étais à moins 1 en fait, et donc en rajoutant taille, j'arrive sur une case de la matrice, ce qui fait que quand je vais appliquer le modulo taille de la matrice, ça ne va rien changer. Soit j'étais pas à moins 1, j'étais déjà dans la matrice, et donc en rajoutant taille et en faisant modulo, je reviens au même endroit. On fait ça pour l'abscisse, on fait ça pour l'ordonnée. Donc, ça va nous transformer notre programme, ce truc-là, de la manière suivante. Plus taille, d'accord? Modulo taille. Et ça, on va le faire pour chacune des coordonnées. Ok, alors, du coup, ça va devenir un peu sale. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, tant pis, on crée quelques variables en plus, et on va initialiser chacune des variables, et ensuite, on va accéder aux cases en utilisant les indices de ces variables-là. Donc, par exemple, je vais déclarer x m1, x plus 1. Si je fais ça, chacune des variables, j'aurai plus qu'à les initialiser avec les bonnes valeurs. Et donc ici, je vais rester sur x m1. Là, je vais être sur x plus 1. D'accord? Et donc, en définissant ça, je ne me trompe pas sur la somme des cases des indices, parce que vous imaginez que si je mets ces formules-là dans chacune des coordonnées des cases de la matrice, le truc devient illisible. Donc, si jamais vous êtes trompé et qu'il y a un bug, vous n'allez jamais réussir à trouver la source du bug. Donc, on augmente un peu la taille de notre code, on définit des variables et on place la formule à cet endroit-là. Et ensuite, voilà. Donc, par exemple, xm1. Alors,
x m1, c'est x moins 1, c'est égal à x moins 1 plus taille modulo taille. OK? On fait ça pour les 3 x possibles, donc x moins 1, x plus 1. On fait ça pour les 3 y possibles, y moins 1, y et y plus 1. Et ensuite, on remplace ici dans les différentes cases. D'accord? Et je fais la même chose avec bon, il y a des manières plus simples de faire, mais comme on y va pas à pas de manière pédagogique, hein, faire comme ça. Donc là, c'est Y, Y, Y. Voilà. Donc, j'ai déclaré mes variables, j'ai initialisé mes variables, je n'ai plus qu'à faire la somme des différentes choses. Donc ici, x-1, c'est xm1. Ah. Là, c'est y moins 1. Y moins 1. C'est xp1 et ym1. Voilà. Là, c'est x plus 1 sur y, donc xm1, y plus 1, x, y plus 1, x plus 1, y plus 1. Voilà. Je ne modifie rien d'autre au programme. On va déjà vérifier que ça retourne la bonne somme pour une valeur intérieure à la matrice. Déjà, j'ai... Oui, c'est y plus 1 ici. Ah. Donc, ça nous disait 4 ici. 1, 2, oui, 3, 4. Donc, c'est toujours bon. Et on va vérifier. Pour la case de coordonnées 0, 1. Là, sur une fonction comme ça, c'est important de faire quelques tests pour vérifier que ça fonctionne bien. Si vous dites, vous faites 2 tests et vous dites, ouais, c'est bon, ça marche. Voilà. Je fais une petite pause le temps que les gens y rentrent. Vous étiez dehors ou Ouais. Et ils viennent de laisser rentrer, c'est bon? Donc, le nombre de voisins de la case de coordonnées 0, 1, c'est 3. Donc cette case-là, je regarde le nombre de cases voisines qui sont à 1. J'ai celle-là, celle-là, celle-là. Je regarde les cases qui sont sur sa gauche. 0,
0, 0. Donc effectivement, j'ai bien 3. On fait un autre test. Cette fois-ci, on va le mettre en haut à gauche. Donc en 0, 0. Donc 3, c'est-à-dire que le nombre de voisins de taille, enfin qui valent 1 autour de la case d'indice 0, 0, c'est 3. Alors, les cases qui sont autour de cette case-là, c'est quoi? Je vais avoir ces deux cases-là et celle-là. Ça, c'est les cases qui sont sur la ligne en dessous. Je vais avoir cette case-là qui est à droite. Je vais avoir cette case-là qui est à gauche. Ensuite, je vais avoir ces deux cases-là qui sont au-dessus et cette case-là qui est au-dessus à gauche. Donc si on compte, j'ai bien 1, 2, attendez. Donc j'en ai 1, 2 et 3. Oui, c'est ça. Ça a l'air d'être bon. D'accord? Donc là, on a une fonction qui, étant donné une matrice et les coordonnées d'une case, vous retourne le nombre de cases déjà à 1 en considérant que votre matrice est un tore. Bon. OK. Donc maintenant, on va être capable de calculer la génération suivante. Tiens, je vais écrire une fonction qui s'appelle calcul next generation. Je lui passe en argument la matrice, parce que c'est à partir de la matrice qu'on va calculer la matrice next. Je lui passe la taille de la matrice et je lui passe next. Voilà. Cette fonction n'aura rien à retourner parce que on va modifier directement la matrice qui est passée en argument. Et comme c'est un pointeur, next, il n'y a pas de problème, ça va modifier réellement les valeurs directement en mémoire là où c'est. Int taille et int étoile étoile next. Ok, donc là, ce qu'on va faire, int i, virgule j, et on fait une double boucle. Voilà. Donc là, on va faire appel à la fonction somme voisinage. Matrice, on lui passe taille, et là, on va lui passer J et I. Hein, toujours pareil, je raisonne d'abord une ligne et ensuite je passe à la ligne d'après. Le résultat de cette somme,
je le mets où? Dans la matrice next, à la même case. D'accord? Donc, NB voisin égale ça. Je rajoute ici NB voisin. Et donc, ici, suivant le nombre de voisins, je vais dire si la case de même coordonnée de next est vivante ou pas. Les règles, quelles sont-elles? Une cellule morte. Donc, si la case matrice de JI est égale à 0 et que le nombre de cellules vivantes, donc NB voisin, est égal à 1, à 3, pardon, alors elle devient vivante dans next. Donc, si matrice de JI, c'est cette case-là que je suis en train de regarder, est égale à 0, d'accord? Et NB voisin est égal à 3, alors next de JI devient vivant et passe à 1. D'accord? Ensuite, l'autre règle, c'est une cellule vivante possède 2 ou 3 voisines vivantes, elle le reste. Sinon, elle meurt. D'accord? Elle est vivante. Deux ou des voisins égale 3. Et donc, elle reste vivante, sinon, elle meurt. Donc là, c'est... Regardez ce que j'ai fait. J'ai dit, si jamais la cellule est morte et qu'il y a le bon nombre de cellules vivantes autour, elle devient vivante. Si jamais elle est vivante et que elle a 2 ou 3 voisins, elle reste vivante. Dans tous les autres cas, elle est morte. Donc, next de JI égale 0. Donc, par défaut, je dis elle est morte. Et si jamais je rencontre une situation où elle est vivante, alors elle est vivante. D'accord? Next avec un E, c'est bien. Alors, attaque. Et là, cette fois-ci, j'affiche next. OK. Donc, j'ai ma première matrice, j'ai ma deuxième matrice. Vous voyez qu'elles ne sont pas identiques. Si on regarde ne serait-ce que la dernière ligne, là j'ai 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et là j'ai 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ok, donc ça veut dire que je suis capable d'initialiser ma matrice, donc une population de cellules vivantes ou mortes. Ensuite, à partir de cette matrice, je suis capable de calculer la génération d'après. Donc maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est quoi? C'est une boucle. Et créer un mécanisme pour dire que la génération
d'après devient la génération actuelle. Et là, pour le coup, on a un outil qui est super pratique, on a des pointeurs. J'ai juste à échanger les adresses des pointeurs de matrice et de next. En faisant ça, bah, j'échange les deux matrices. On va être ici. Je vais afficher 10 générations. D'accord? J'affiche la matrice, je calcule la génération d'après, et ici, je dois juste échanger le contenu des deux pointeurs, matrice et next, pour échanger en fait les matrices vers lesquelles on pointe. Donc là, je vais faire tmp égale matrice, matrice égale next, next égale tmp. J'échange les contenus. D'accord? Et tmp, c'est quoi? C'est un pointeur, deux pointeurs. OK? Bon, voilà, vous avez la succession des matrices ici. Alors évidemment, mon affichage il est un peu pourri. Je peux rajouter un printf qui va faire bien. Voilà, donc là j'ai les différentes matrices successives et vous voyez qu'il y a des évolutions. Bon, donc j'imagine que là vous n'êtes pas convaincu de la beauté de ce qu'on vient de réaliser. Donc on a fait le jeu de la vie, ça y est, là il est codé. Évidemment, ça serait quand même mieux qu'on puisse voir l'évolution graphiquement sur une fenêtre qui soit stable. Donc, on va passer à l'utilisation de la SDL. Je suis nul, je ne sais pas utiliser la SDL. On va utiliser un outil merveilleux qui est à notre disposition, ChatGPT. Alors, voilà, on a de la chance, il est disponible, et on va lui dire, tu es un expert en programmation. Ah, peux-tu me dire comment installer la SDL sous... alors moi je suis sous Debian. Hein, Debian. Bon, il faut qu'il réponde, évidemment. Mais dès qu'il aura répondu, vous allez voir que bah, c'est magique. Alors, pour vous dire, hein, je voulais la version un peu plus rapide, hein, évidemment, mais sauf que on ne peut pas payer par carte bleue à l'université, et donc je ne peux pas prendre l'abonnement plus qui est censé être plus rapide. Donc, voilà. Alors, apt, quand vous êtes sous Linux, c'est un gestionnaire de paquets. C'est-à-dire que c'est lui, c'est le programme qui gère les bibliothèques qui sont installées. Donc, la première étape, c'est de dire sudo apt
Alors, apt ou apt-get, c'est pareil, d'accord? Moi, j'utilise apt tout court, mais on peut utiliser apt-get, c'est pareil. Et on lui dit donc sudo apt update. Donc, ce qu'il va faire, il va se connecter aux bases de données. C'est des serveurs qui contiennent la liste des bibliothèques à jour et existantes. D'accord? Une fois qu'on aura fait ça, donc lui, il va récupérer la liste des bibliothèques qui peuvent exister. Ensuite, on va lui dire sudo apt install libsdl2-dev. Alors ça, c'est les bibliothèques de développement de la SDL. Ok. Donc je suis dans mon terminal, sudo apt update. Là, il s'est mis à jour. Sudo apt install. C'était hop, libsdl2-dev. Boum. Alors moi, ça n'a rien fait parce qu'elle était déjà installée, mais si vous étiez sur votre machine, ça vous aurait installé non seulement la SDL2, mais en plus toutes les bibliothèques nécessaires à l'utilisation, au fonctionnement de la lib SDL2. Et pour chacune de ces bibliothèques, ça vous réinstaller toutes les bibliothèques dont elle dépend, ainsi que les bibliothèques dont elles dépendent, etc. Toute l'arborescence des bibliothèques, toute l'arborescence de dépendance des bibliothèques. Et voilà, c'est fait, ça fonctionne. Donc là, vous êtes sur un programme qui est magique, hein, tout simplement. Oui. Bah, j'ai installé la SDL. Bah, moi, je suis allé sur ChatGPT, hein, parce qu'il te donne directement les commandes et tout ça. Pour le code, hein, il dit, il dit des bêtises, mais pas trop. Et honnêtement, voilà. Donc, tu vas sur ChatGPT, tu lui demandes comment installer la lib SD, enfin SDL sous, et tu mets ta distribution Linux. D'accord? Donc là, moi, j'ai installé Debian. Si tu as installé Ubuntu ou, je sais pas, Fedora, il y a peut-être une variation. D'accord? Mais tu suis les instructions et normalement, ça le fait. Mais toujours est-il que là, normalement, j'ai installé la libsdl2 euh, avec uniquement deux commandes. Tous ceux qui ont essayé d'installer la SDL sous Windows, là, je ne sais pas s'il y en a ici, vous devez comprendre ce que je ressens. D'accord? C'est-à-dire que c'est super pratique. Voilà. Bon, bah, c'est bien, on a installé la SDL. Mais comment ça marche? Un programme minimum utilisant la SDL et affichant un pixel vert euh, au milieu de la fenêtre. Je mets un point d'interrogation parce que je suis poli. Vraiment, euh, savourer. Savourer l'époque dans laquelle vous vivez, parce que pour de vrai, quand moi, j'ai souhaité apprendre à manipuler la SDL quand j'étais à votre place, euh, sur Internet, il y avait très peu d'infos parce que Internet n'était pas encore forcément hyper développé, et il y avait des livres. Voilà. Donc ça, pour arriver à un programme comme ça, c'était 2 ou 3 semaines de travail, hein. Donc vraiment, vraiment, voilà. Alors, ok, il nous a fait tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, vous voyez,
SDL init, bon, bah, je me doute qu'il doit initialiser la bibliothèque SDL. Et puis, si jamais ça marche pas, il vous dit erreur d'initialisation de SDL. Et puis, il essaye de récupérer l'erreur en lien avec l'initialisation de la SDL. Bon, ça a l'air d'être à peu près compréhensible. Ensuite, ah bah, il nous met même des commentaires. Création de la fenêtre. Donc là, ce qu'il fait, donc on a un SDL window étoile window. Bon, bah, effectivement, une fenêtre, c'est window. Donc, il vous crée un objet, un pointeur de type SDL window. Bon, bah, on sent que c'est une fenêtre de SDL. Voilà. Et là, il fait SDL create window. Bon, bah, il passe les arguments à la fonction de création de la fenêtre. Bon, là, il passe SDL window pose centered, je ne sais pas ce que c'est, 2 fois. Voilà. Mais il passe 2 paramètres importants, 640 et 480, ça c'est pas anodin, ça doit être les dimensions de la fenêtre en nombre de pixels. Donc là, je suppose qu'il va afficher une fenêtre de 640 par 480. On pourra modifier ça par la suite si on veut. Ah bah il y a un titre ici, mon premier programme SDL. Donc ça, à tous les coups, ça va être le nom de la fenêtre. Bon. Ensuite, il y a une petite gestion d'erreur. Si window égale nul, ah, voilà, donc évidemment, il a demandé à créer une fenêtre. Si, pour une raison X ou Y, SDL n'arrive pas à ouvrir une fenêtre, c'est comme d'habitude, on retourne un pointeur qui vaut nul. Bon, bah voilà, si c'est nul, on sort du programme parce que ça va pas. Ensuite, ici, on va créer le rendu. Alors, le rendu, qu'est-ce que c'est? On va lui demander ici, dans la fenêtre, bah, je ne sais pas ce que c'est. Ok, je ne sais pas ce que c'est. À quoi sert cette ligne? Bon, donc là, il me dit, en bref, ça permet de créer un rendu associé à une fenêtre pour pouvoir dessiner. Et puis, il m'explique à quoi servent les différents arguments. C'est quoi un rendu? Je ne sais pas. Alors là, on espère qu'il reste dans le contexte du truc, hein, parce que c'est quoi un rendu? Il pourrait me dire, voilà, en SDL. Bon, bah, je crois que c'est clair, hein. Grosso modo, dans la fenêtre, il associe une zone de dessin, d'accord? Et c'est dans ce truc-là qu'on va dessiner. Et l'intérêt de cet objet, du rendu, ça va être d'utiliser les performances de la carte graphique. Alors après, hein, il vous explique d'autres trucs, il continue, hein, il ne s'arrête pas. Voilà. Donc, on en était là, on en était sur la création du rendu. Donc pareil, il y a un message d'erreur. Si jamais la création du rendu se passe mal, ça retourne un pointeur nul, on sort du programme. Bon, on en est là. Dessin du pixel vert. Alors, il y a une fonction drawPoint, visiblement, qui permet de dessiner un point. Là, juste avant, il doit dire set render draw color, c'est-à-dire qu'il est en train de lui dire que les affichages qu'on va réaliser dans le render devront être de la couleur vert a priori. D'accord? Moi, je pense à un truc comme ça. Donc ensuite, il dit aux coordonnées 320 par 240,
affiche un point. OK. Et là, il lui dit, OK, maintenant que tu as calculé l'affichage, affiche-le. Alors ça, c'est un truc qui est assez fréquent avec la SDL et les bibliothèques graphiques en général. Nous, quand on raisonne, on se dit, ah bah tiens, je vais afficher une ligne. Mais la ligne ne sera pas réellement affichée. C'est d'abord en mémoire, on va dire, je dessine, et ensuite, une fois que tout est dessiné, là, on réalise une opération qui affiche effectivement la fenêtre, enfin le dessin dans la fenêtre. C'est-à-dire que vos opérations ne se réalisent pas au fur et à mesure. Et ça, c'est une question d'optimisation. Rappelez-vous un peu ce que je vous ai expliqué pour les fichiers. Je vous ai dit, on ne va pas accéder octet par octet par octet par octet. On a un buffer intermédiaire qui sert à accélérer les choses. Et de temps en temps, il faut faire des opérations avec ce buffer-là. Et bien là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que on dessine dans un truc qu'on ne voit pas, et tout d'un coup, on lui dit, allez, maintenant tu réalises ton affichage. Et là, il affiche le truc. Bah écoutez, et puis là, bon bah il détruit le render, il détruit la, la fenêtre et on sort. Voilà. Et là ici, il y a un petit événement, il attend qu'on appuie sur une touche du clavier. Bon, ok. Alors je copie-colle ça à la barbare. Ouais. Oui, bah justement, ça arrive, ça arrive. Donc là, je reprends juste le code qui a été donné et je le mets à la fin de mon programme pour déjà réussir à afficher une fenêtre et dessiner un point. Après, on va voir si ça marche ou pas. Et si ça marche, tant mieux. Et là, on va essayer de le connecter avec notre programme. Et si ça marche pas, bah là, on verra. D'accord? Voilà. Et j'oublie pas d'inclure la bibliothèque. Aïe. Ah oui. Donc, là, j'ai essayé de compiler directement à la barbare. Sauf que SDL, c'est pas une bibliothèque standard. Et donc, quand on compile un projet avec de SDL, on est obligé de lui passer des arguments pour lui faire comprendre en fait qu'il doit utiliser cette bibliothèque-là. Comment compiler mon programme qui utilise la SDL. Donc là, vous voyez, hein, je suis idiot. Hein. J'y vais étape par étape et je lui demande de tout faire, vraiment. Donc, je pense que vous comprenez mieux pourquoi il y en a plein que j'ai rembarré pour les idées de projet. Hein. Il faut vraiment des trucs qui soient ambitieux pour lesquels ChatGPT ne soit pas capable. euh, Voilà. Donc, juste à la fin, vous voyez, on va juste rajouter moins LSDL2. Hop. Donc, tac. Bon, je sais pas si on peut le faire comme ça, si. Ouais, si, ça marche. Point slash prog. Oh, une fenêtre s'est affichée et je ne sais pas si vous voyez ici, nous avons un pixel vert, c'est merveilleux. Bon, donc, le n'importe quel idiot est donc capable d'afficher une fenêtre avec un pixel. Alors attention, je dis n'importe quel idiot, je comprends. Moi, j'ai déjà utilisé la SDL, ce qui fait que quand il m'affichait son code, vous avez vu, je connaissais quand même un peu les choses. Je sais quelles questions lui poser et je sais comment fonctionne la programmation événementielle. Donc bien sûr, vous n'êtes pas forcément au même niveau. Donc ce que moi je fais en 30 secondes, même avec ChatGPT, ça peut vous prendre plusieurs heures. Mais c'est pas grave. Typiquement, l'erreur que j'ai eue à la compilation, elle n'était pas indiquée au départ. Ça vous a juste mis une erreur.
Moi, je savais que quand on compile, il faut lui donner un argument supplémentaire. Ça, vous ne le saviez pas. Et ChatGPT vous ne l'a pas indiqué tout de suite. Donc ça peut vous faire bloquer. Vous pouvez penser que, ah bah non, ça marche pas ce qu'il m'a fait. Donc ça, c'est une petite difficulté. Donc il faut avoir un peu d'expérience. Ouais. Oui, tu rajoutes juste un argument et c'est bon. Alors, tac, j'ai appuyé sur une touche et ça s'est arrêté. Alors, reprenons le code. Donc là, vous voyez, on a ici la création du rendu. Donc ça, a priori, le render, on va le réutiliser. On n'y touche pas. Ici, c'est la zone où on décide, où on dessine, pardon. Et une fois qu'on a dessiné, on affiche la zone qu'on a dessinée. Alors, si on fait ça, c'est one shot. C'est-à-dire que, imaginons qu'on arrive à afficher la matrice, on va afficher la matrice une fois. Et mettre ça dans une boucle. Et regardez juste en dessous, là, aux lignes 131 jusqu'à 136, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Qu'est-ce que ChatGPT m'a généré? Une boucle, tant que, qui attend un événement. Et l'événement, c'est quoi? Bah, c'est tant qu'on n'appuie pas sur une touche. Et donc, être ici. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va afficher la matrice. D'accord? Donc, c'est à cet endroit-là qu'on va faire le switch. On va calculer la génération d'après, switch les deux et on affiche. Donc, je remonte ici. Alors, on va avoir besoin de notre fonction affichage matrice qui affichait la matrice dans la console. Ça, c'est fini. D'accord? On va calculer la nouvelle génération et ensuite, on échange les deux. Donc, ce truc-là, je vais le placer ici. Là, dans la boucle tant que, donc là, il ne va rien se passer de nouveau. Je recompile pour vérifier que ça fonctionne. Voilà. Donc là, vous ne le voyez pas. Mais on est dans une boucle tant que. Et à chaque tour de boucle, je calcule la génération d'après et j'échange mes deux matrices. Donc maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est pour chaque coordonnée de ma matrice, donc 0, 0, ça va être le pixel de coordonnée 0, 0. La case de la matrice 10, 10, ça va être le pixel de coordonnée 10, 10. Donc maintenant, je vais dire, si jamais c'est un 0, je vais dire la couleur c'est noir. J'affiche le point en noir. Si la valeur de ma matrice c'est 1, bah, tu vas mettre du blanc. Allons-y. Je vais dessiner ma matrice. Voilà. Tac, 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 tac.
matrice de J I égale 0. Ouf, ouf. Set render machin. Et donc là, je vais lui dire quelle couleur. Donc là, si c'est 0, c'est mort. Donc je mets tout à 0. Alors j'espère que je ne me trompe pas entre les vivantes et les mortes, mais bon, c'est pas grave. Else. Tac. Hop. Ouf. 2, 5, 5. 2, 5, 5. 2, 5, 5. Après, donc quelle que soit la couleur du pixel, je l'affiche. Donc, je l'affiche, c'est le pixel de coordonnées J, I. Et on n'oublie pas, là je suis en train de dire j'affiche tous les pixels, mais une fois que j'aurai fini de dire quels sont les pixels que je change, il faut que j'appelle la fonction qui permet d'afficher le rendu. Donc là, c'est quand je sors de la double boucle, juste paf. Ça devrait le faire. Non. Ah oui, parce que j'ai pas déclaré IJ, évidemment. Si, j'avais déclaré I, mais pas J. Roulement de tambour. Ah, il se passe des choses ici, vous le voyez là? Ah oui, parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que on a juste fait 10-10. Mais là, on est en 640 par 480. Bon, donc je reviens ici. Et la taille, on va mettre 500. Il faut que je recompile, pardon. Ah, il est Keblo. Ah non. Voilà, c'est en train de bouger. Alors, là, il y a des petits ralentissements. J'imagine, il y a plusieurs possibilités. Soit, c'est parce que moi, je passe par WSL2. Et l'affichage est lent. Soit... ah oui, non, c'est... D'accord, ok. J'ai compris. Là, il va se bloquer. Attendez, si je touche à rien. Bon, en tout cas, vous voyez, on a un truc. Je ne sais pas si c'est très clair à l'écran, hein, parce que c'est des pixels. Mais euh, on a plein de petites explosions qui arrivent un peu partout. Il y a des endroits où ça ne bouge plus, parce qu'on est sur des situations qui sont stables. Voilà, on a implémenté le jeu de la vie. Et ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et alors, les trucs qui bougent, je sais pas si vous voyez ici, il y a un truc qui se déplace là. Tac, 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 tac. Est-ce qu'on en a un beau là? Ouais, par ici. Bon. Donc en fait, vous allez avoir des motifs de plusieurs cases qui vont en fait s'auto-répliquer, mais en se déplaçant, en faisant une mini-translation. Donc soit il se déplace vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, en diagonale, on s'en fout. Mais le même motif, au bout de 3 ou 4 ou 5 générations, va réapparaître. Ça, c'est ce qu'on appelle un glider. Et en fait, c'est ce qui est intéressant dans le jeu de la vie, c'est que on va avoir des trucs qui sont hyper stables, comme vous voyez ici, et il y a des zones où c'est un peu le bordel. Et en fait, ça va générer des gliders, et ça va être comme des petits missiles qui vont s'échapper.
et qui vont aller percuter des zones stables. Les zones stables deviennent du coup instables parce qu'on a des cellules vivantes qui sont arrivées près d'elles, ça change toute la configuration, etc., etc., etc. Donc là, je suis conscient. Bon, il est 26, donc j'ai pas le temps de le faire, mais bon, vous avez vu, hein, on a fait tout le projet en une fois. Là, ce qui manque, c'est un facteur de zoom. C'est-à-dire, au lieu de considérer que une cellule de ma matrice, c'est un pixel, on va considérer que c'est des carrés de pixels. Donc, par exemple, je vais dire, la cellule 0,0 correspond à 4 pixels, un carré de 4 pixels, 4 par 4. D'accord? Et donc, avec ce mécanisme-là, bah, on va juste avoir la même chose, mais en plus gros. Donc, les gens du fond qui faisaient les jumelles avec parce qu'ils n'arrivaient pas à voir clairement ce qui se passe, bah, là, vous allez pouvoir zoomer autant que vous voulez. D'accord? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc qu'on peut rajouter facilement, c'est aussi un affichage coloré. C'est-à-dire que là, on n'a que du blanc et du noir. Enfin, c'est pas du blanc et du noir, d'ailleurs, c'est du bleu ciel et du noir. Mais ce qu'on peut faire, c'est dire que chaque cellule, au lieu d'être à 1 ou à 0, elle est à 0 si elle est morte ou à autre chose. N'étant plus je suis vivant, enfin, autre chose signifie je suis vivant, mais ensuite on peut mettre une information supplémentaire qui est depuis combien de générations je suis vivant. Par exemple, une cellule qui est vivante depuis 5 générations, bah, elle ne sera pas coloriée de la même couleur qu'une cellule qui est vivante depuis 100 générations. En faisant ça, vous allez avoir ici des couleurs qui vont évoluer au fur et à mesure de l'évolution de votre programme. Donc c'est quelque chose qui va être vraiment plus sympathique. Voilà. Ensuite, encore une autre amélioration, vous avez vu qu'il y a des événements, par exemple si j'appuie sur une touche du clavier, normalement je sors, bon bah là mon point, voilà. Il a mis un peu de temps à réagir, mais il est sorti. Donc, vous, ce que vous pouvez faire, c'est, il est où je l'ai effacé. Wikipédia, le jeu de la vie. Alors c'est ça les gliders. Vous voyez, c'est une cellule c'est un ensemble de cellules autoréplicants et qui se déplacent. Et donc en fait, des gliders, il y en a plein. Vous voyez, il y a les puffers, les canons, bon, il y en a plein. C'est quoi les puffers? Voilà. Bon, c'est ce truc-là. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre chaque fois que vous appuyez sur une touche du clavier ou sur un bouton de la souris, eh bien, aléatoirement, quelque part sur votre écran, ça vous met cette configuration-là. Et comme ça, c'est un glider. Vous allez ajouter une cellule, enfin un ensemble de cellules autoréplicants, quelque part, on s'en fout de savoir où. Donc, ça va venir perturber l'espace de votre automate cellulaire et il va se passer des nouvelles choses. Parce que vous avez vu, moi, à la fin, j'avais convergé vers des zones stables uniquement. Voilà. Donc, évidemment, moi, ce que j'attends pour ceux, par exemple, qui ont le sujet de projet Le jeu de la vie, c'est pas de récupérer à la main les configurations des gliders. C'est d'être capable, par exemple, vous prenez 6 par 6, un carré 6 par 6, vous testez toutes les combinaisons une à une, et vous voyez pour chacune de ces combinaisons si la cellule va s'auto-répliquer X générations après. Donc là, il faut faire un algorithme, c'est compliqué, et voilà. Et donc comme ça, vous allez me générer tous les gliders possibles, et pas juste ceux qui sont sur Wikipédia.
Après, peut-être que les gens qui ont contribué à Wikipédia sont extrêmement intelligents et qu'ils ont déjà fait la liste de tous les gliders. Mais je n'y crois pas trop. Voilà. Voilà comment on fait un projet, les gens. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien. Et puis on se retrouve en TD pour ceux qui viennent avec moi en TD.